Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Je m'appelle Jean-Félix, je suis cofondateur de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Aujourd'hui, 50e épisode, c'est un podcast un peu spécial, donc je suis seul aujourd'hui pour vous parler de Serra, justement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui suivaient le podcast qui n'avaient pas nécessairement eu la chance de comprendre c'était quoi le projet Serra. Donc, moi et Michael, on a cofondé le projet Serra Santé Communautaire. Ensuite, on a commencé le podcast pour plusieurs raisons, dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer c'est quoi Serra, pourquoi on fait ça, comment on le fait, puis un peu inspiré à la Simon Sinek, qui écrit ou qui, en tout cas, qui fait le TED Talk Start with Why. Si vous connaissez pas Simon Sinek, je vous suggère fortement d'aller écouter son vidéo, justement, un TED Talk sur YouTube de Simon Sinek, Start with Why. Donc, ça va être un petit peu inspiré aussi de ça aujourd'hui. Donc, je vais vous parler c'est quoi Serra, euh, puis surtout comment et pourquoi on fait Serra. Donc, ça fait environ depuis 2000. Ça a commencé concrètement dans ma tête, le projet, en 2015, puis que je me suis engagé dans ce chemin-là de Serra. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ça. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais commencer par juste vous expliquer brièvement c'est quoi, donc qu'est-ce qu'on fait, ensuite le pourquoi, ensuite le comment. Puis ensuite, je vais vous parler de l'histoire de toutes les années qu'on a passées à essayer de construire ce projet-là, puis à tout ce qui nous a mené à où on est aujourd'hui, puis même c'est quoi la vision du futur pour ce projet-là. Donc, c'est quoi Serra? Comme je le dis au début de chaque podcast, Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a en ce moment des cliniques à Rouyn-Noranda puis à Saint-Adèle qui fonctionnent selon une échelle de prix volontaire. Donc, en ce moment, c'est entre 65 et 100 pour un service d'ostéopathie. Moi, je suis ostéopathe, Michael aussi, donc c'est pour ça qu'on a commencé avec l'ostéopathie. Puis les gens, ils nous donnent le montant qu'ils peuvent selon leur situation, entre 65 et 100. Tout ce qui est donné au-delà de 65, on le redistribue en soins gratuits à des gens dans le besoin. Ces gens-là nous sont référés par des organismes communautaires. Donc, depuis 2016, l'ouverture de la première clinique à Rouyn-Noranda, puis 2017 à Saint-Adèle, on a amassé, j'ai pas les chiffres aujourd'hui exacts, mais c'est à peu près 40 000 dollars. On a redistribué au-delà de peut-être 600 soins gratuits. Donc, ça va très bien. On a voulu prouver le modèle par les cliniques. Puis, notre modèle, dans le fond, l'idée que j'ai eue en 2015, c'était d'abord d'ouvrir une plateforme web qui allait fonctionner comme les modèles des cliniques, donc c'est-à-dire l'échelle de prix volontaire, mais qui allait être décentralisée à la grandeur du Québec, donc puis peut-être ailleurs éventuellement, puis qui allait inclure plusieurs types de services, pas juste l'ostéopathie. Donc, une plateforme web un peu du style Airbnb, où des clients peuvent connecter avec des thérapeutes en prenant rendez-vous dans l'approche qu'ils désirent, à distance ou à une proximité de leur domicile ou peu importe, où ils veulent avoir rendez-vous. Donc, je vais m'arrêter là juste pour vous expliquer c'est quoi le projet. Je vais garder ça pour la fin de vidéo parce que maintenant, vous avez un peu une idée générale de où on s'en va avec ça. Puis, j'avais surtout envie de commencer à vous parler pourquoi on fait ça, parce que moi, c'est tu sais, quand Simon Sinek parle du Start with Why, moi, c'est là que ça a commencé. Donc, en fait, moi, je suis ostéopathe. J'ai découvert l'ostéopathie quand j'avais environ 19 ans. J'ai fait un voyage de planche à neige en Suisse. Puis j'ai eu vraiment une grosse chute sur le thorax. En fait, j'ai pris un saut, puis j'allais vraiment trop vite. Puis, habituellement, il y a comme le saut.
une partie un peu plate, puis ce qu'on appelle le landing, donc l'atterrissage. Puis j'ai passé vraiment, j'étais allé beaucoup, beaucoup trop loin. Puis j'ai été déséquilibré, puis j'ai fait une chute peut-être sur le thorax d'environ, peut-être, c'est dur à estimer, mais je dirais peut-être entre 8 et 9 mètres, 10 mètres, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose pour générer un impact assez que quand je suis dans les airs, je me disais, il y a des chances que ça fasse très, très, très mal. Euh, Finalement, j'ai été quand même correct. J'ai pu descendre jusqu'en bas, j'ai été voir le médecin, puis j'avais rien de cassé. Je crachais du sang, par exemple, ça c'était bizarre, mais ensuite, euh, 2 ou 3, tu sais, le médecin m'a dit une semaine, puis une semaine d'arrêt complet, mais j'étais en voyage, fait que 2 jours plus tard, j'étais encore en train de faire de la planche à neige, puis faire des sauts. J'étais jeune et résilient. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je ferais à 31 ans, mais en fait, quand je suis revenu de voyage, j'en ai parlé avec ma tante de qui j'étais très proche. Puis ma tante m'a conseillé d'aller voir un ostéopathe, juste pour faire sûr que tout était correct. Puis en fait, moi j'étais étudiant, j'étais au cégep, j'avais pas beaucoup d'argent. Puis ma tante me dit paye 25$ de la séance qui en coûte à peu près 80 ou 85 à ce moment-là. Et j'ai dit ok, je vais payer le 25. Puis elle m'a dit je vais payer le reste. Donc c'est comme si à ce moment-là j'ai déjà eu bénéficié un peu d'une accessibilité de l'ostéopathie. Mais tout le long de ma séance, quand j'étais là-bas, je me disais, c'est quand même incroyable que des gens payent 80$ pour un service dont il n'y a pas de garantie. Tu sais, quand on va s'acheter des lunettes, on paye 200$, mais au moins, tu sais, on a une paire de lunettes à la fin du service, on paye pour ça. Mais là, tu sais, déjà avec mon premier traitement, j'avais déjà ces réflexions-là, puis je me disais, mais qui peut se permettre de payer 80$ parfois à plusieurs reprises? Je m'imaginais juste des gens en complet cravate, des gens vraiment riches. Donc, je suis allé une fois, puis j'ai quand même apprécié la séance à ce moment-là, mais sans dire que j'avais nécessairement une douleur. Donc, j'ai pas pu me rendre compte que j'avais vu des bénéfices ou quoi que ce soit. Jusqu'à peut-être un an plus tard, j'ai eu une phase dans ma vie où je me posais vraiment beaucoup de questions. Des questions très philosophiques sur la vie, la mort, comme on a parlé un peu avec Michael dans le premier podcast. Donc, ça a été une phase très, très intense, puis je me sentais extrêmement perdu. Puis encore une fois, ma tante, elle m'a dit « Ah, tu sais, tu devrais aller voir l'ostéopathe pour ça. » Puis là, j'étais là « Ok, mais qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire pour ça? » Puis en même temps, ben, je me suis un peu engagé dans une série de 5 traitements parce que euh, j- j'étais un peu dans une croisée des chemins. Je voulais aller en psychologie, mais je me sentais pas prêt à faire 10 ans d'études dans un mode de performance pour accéder au doctorat. Donc finalement, euh, l'ostéopathie est devenue comme un peu un- ben, je dirais une solution ou une porte de sortie, puis parce que ma tante me le suggérait, tu sais, puis j'aimais l'approche sans médicaments, plus naturelle, puis l'aspect philosophique aussi. Donc, je me suis un peu engagé, puis encore une fois, ma tante m'a dit, je paye 25$, je paye le reste. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puis en plus, il y a quelques reprises où j'allais faire de la planche à neige, puis que je suis tombé sur la tête, où j'avais des impacts, puis ça me donnait des maux de tête. Donc, peut-être des petites commotions à ce moment-là, où c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Puis finalement, ben, je voyais que j'avais mal à la tête depuis 2 semaines, j'allais voir l'ostéopathe, puis ça partait immédiatement. Donc, tu sais, ça m'a donné quand même confiance dans ce service-là. Puis là, je me suis dit, ok, tu sais, je pense que je pourrais essayer de voir si c'est un métier qui est fait pour moi. Des études qui sont extrêmement coûteuses, donc tu sais, j'ai continué d'explorer. Puis je pense que la chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est un moment donné, j'étais dans ma phase de questionnement. Je voulais faire quelque chose qui fait du sens. Je voulais faire quelque chose qui répond à mes questions que j'avais. Puis l'ostéopathe m'a dit une phrase que je vais toujours me rappeler. Elle m'a dit, si tu veux vivre une vie de recherche de sens, l'ostéopathie, c'est un excellent domaine. Puis j'ai fait, bon, ça y est, j'y vais, tu sais.
Mais tout ça en me gardant dans la tête que c'est un métier ou un service de luxe. Tu sais, je me rappelle être assis avec mon professeur d'anatomie sur l'heure du midi, qui dîne avec nous. Puis je dis, tu sais, là, dans le fond, l'ostéopathie, là, c'est une médecine de bourgeois, tu sais. Puis il a dit, ben oui, tu sais, malheureusement, c'est le cas, tu sais. Puis en même temps que je faisais mes études d'ostéopathie, je me disais, il faut qu'on trouve une solution. Tu sais, il faut trouver une solution au fait que moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est un métier qui n'est pas accessible à tous, tu sais. Puis j'ai vu à quel point ça me fait du bien à moi, mais il y a plein de gens, tu sais, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'avoir une tante qui croyait à l'ostéopathie assez, puis qui avait les moyens de payer une partie du service. Donc, je me suis un peu donné la mission, dès la première année, de trouver une solution. Tu sais, c'est quand même pas rien de se dire ça. Puis aujourd'hui, je le réalise, mais genre, ça a toujours pris une certaine place dans ma tête, mais c'est quelque chose qui a grandi, puis qui a mûri, puis qui a pris des années avant que je m'engage véritablement sur cette voie-là. C'était plus quelque chose d'intriguant, puis une idée que j'observais, tu sais. Puis au début je saute un peu d'étape, puis je vais revenir, mais au début, quand on a lancé le projet, on cherchait comme un slogan, puis c'est là qu'on a écouté un peu, dans ces temps-là qu'on a écouté la vidéo de Simon Sinek. Puis de toutes les raisons pourquoi on faisait ça, le message qui est resté, puis qui est aujourd'hui sur notre page d'accueil de notre site web, c'est tout le monde mérite d'aller mieux. Tu sais. Tout le monde mérite d'aller mieux. Donc, c'est un message qui, pour moi, ça, c'est notre why. Tu sais. C'est pourquoi il y a des gens qui mériteraient, parce qu'ils ont les moyens, d'avoir des services plus chers que d'autres. Tu sais. Donc, pourquoi tu sais, on se bat pour avoir le système de santé accessible à tout le monde, puis c'est quelque chose dans lequel je crois, la santé et l'éducation. Puis là, là je viens d'avoir un peu un flash aussi, mais j'ai écouté en 2012, je pense, un documentaire qui s'appelle République, un abécédaire populaire. C'est un documentaire ultra de gauche qui rassemble 53 personnalités de gauche du Québec qui parlent de santé, d'éducation, d'écologie. Puis, je me rappelle, puis la phrase que je viens de dire il y a un peu plus tôt, c'est Françoise David qui dit dans le documentaire pourquoi un travailleur de la classe ouvrière ne mériterait pas d'être traité aussi rapidement qu'un riche propriétaire d'entreprise, tu sais. Pourquoi, tu sais. Puis ça c'est venu me chercher, comme plein d'autres phrases dans ce documentaire-là. C'est une autre chose que je vous suggère d'écouter. Mais ça vient chercher l'aspect de justice sociale à l'intérieur de moi, tu sais. Puis c'est quelque chose qui m'émeut un peu parce que je me dis, tu sais, on n'est pas, on n'est pas tous nés avec les mêmes chances. Moi, je suis né dans une famille où j'ai une tante qui a eu les moyens de puis qui a dû, tu sais, qui a dû elle-même faire des sacrifices, mais qui a eu les moyens de payer la moitié de mon cours d'ostéopathie avec mes parents. Puis ensuite, qui me payaient des services en ostéopathie. Mais il y a des gens que leurs parents sont vraiment pas dans cette situation-là. Je regarde autour de moi, puis j'en vois plein des gens qui ont pas eu cette chance-là. Puis je vois d'autres gens qui ont des chances encore plus incroyables que celles que moi j'ai. Puis je me dis, tu sais, dans le fond, c'est qu'on n'est juste pas né au bon endroit ou on est né au bon endroit. Il y a peut-être une raison plus spirituelle, mais on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Mais peu importe notre chemin, je pense que je crois à la chance égale puis à la justice sociale. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans Serra. Puis parce que je crois à l'ostéopathie aussi, puis parce que je crois aux médecines douces, médecines alternatives, appelons-les comme on veut. Je crois au cheminement personnel. Tu sais, je crois qu'on peut s'améliorer en tant que personne, puis que si on fait du chemin dans plein de directions sur le point de vue psychologique, physique, émotif, spirituel, on peut devenir des meilleures personnes. Puis que je pense, comme Écartelé, que
que le changement vient de l'intérieur, tu sais, pour avoir une planète plus verte, pour avoir des, des meilleures relations interpersonnelles, autant sur le point de vue personnel, régional, national, international. Ben, il faut que le changement vienne des individus. Il faut que le changement vienne de l'intérieur, de qui on est. T'sais. Si collectivement on s'améliore puis on réfléchit à la question de l'égalité des sexes, par exemple, ben c'est une réflexion que chaque individu doit avoir collectivement. C'est sûr que les lois sont construites ensuite sur ce que la collectivité pense, mais la collectivité, c'est une addition de chacune des personnes qui constituent la communauté puis la collectivité. Donc tout ça pour dire que le why de Serra, c'est tout le monde mérite d'aller mieux, peu importe leur sexe, leur race, si une telle chose existe. Ensuite, leurs moyens financiers, puis leur choix aussi, parce que il y a des gens qui n'ont pas d'argent parce qu'ils ont fait des mauvais choix, il y a des gens qui ont de l'argent parce qu'ils ont fait des bons choix, mais ça veut pas dire que ces choix-là, on était maître de la destinée des choix qu'on a faits. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent parce qu'il investit aujourd'hui dans les crypto-monnaies pourrait dire j'ai de l'argent parce que j'ai fait les bons choix, mais ça aurait pu ne pas tourner en sa faveur aussi. Donc il y a des gens qui font des bons choix, mais que le timing n'était pas bon. Donc s'ils n'ont pas d'argent, faut pas les juger pour ça non plus. T'sais. Puis moi, je suis le premier à être conscient de cette réalité-là, des fois, en tant qu'entrepreneur. Dans le sens que j'ai des moments où financièrement, ça va vraiment pas aussi bien que j'espérais. Puis est-ce que je pourrais dire que c'est parce que j'ai fait des mauvais choix? Certainement, mais si un jour, avec Serra, on réussit à créer de l'abondance pour nous-mêmes et pour les autres, ben, est-ce qu'on dira qu'à ce moment-là que c'est un bon choix? Probablement. Fait que, donc je crois qu'on ne doit pas juger les gens selon leur situation. Puis même, j'ai eu, en tant qu'ostéo, qui a fait des traitements gratuits, j'ai vu des gens qui venaient de toutes les situations. J'ai vu des entrepreneurs aussi, avec lesquels je connectais quand même parce que je comprenais qu'ils n'ont pas d'argent, même s'ils ils ont un statut que les gens pourraient dire ah, mais lui, il a investi beaucoup d'argent dans cette entreprise-là. Il a certains revenus, ça pourrait bien aller, mais non, on ne juge pas parce que il y a des bouts où ça va moins bien. T'sais. Donc ça, c'est notre why. Puis c'est... Je pense que c'est quelque chose avec lequel beaucoup de gens peuvent connecter. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui part et qui vient. Des fois qui reste et des fois qui reste pas. Donc je crois à l'égalité, la justice sociale. Je pense qu'il y a des gens qui méritent d'avoir des soins comme l'ostéopathie. Puis c'est pas parce que c'est pas de l'urgence ou c'est pas fourni par le gouvernement. Le gouvernement a un gros pouvoir en santé, mais malheureusement est débordé par ce qui est l'urgence, selon moi. C'est que le système, il remplit bien les fonctions quand on est en crise, autant physique qu'émotive. Puis même encore là, c'est encore drôle. Mais il y a nulle part, il y a rien pour l'aspect bien-être. Il y a rien, il y a comme un gap entre si je vais vraiment pas bien, il y a quelque chose qui va être là pour moi, même si j'ai pas d'argent. Mais il y a rien si je sens que j'ai comme un inconfort physique ou émotionnel. Mais il y a rien pour moi si j'ai pas d'argent dans cette situation-là. Puis je veux m'améliorer en tant qu'individu. Donc, à quelque part, ce qu'on veut aussi, c'est rendre le bien-être accessible à tous. Rendre le bien-être accessible à tous. Donc, on va le faire à travers notre projet. Rendre l'ostéopathie accessible, mais la vision, maintenant, est plus grande. Donc, je pense que maintenant, je peux vous parler du how, du comment, avec la vision que j'ai de c'est quoi Serra. Donc, au début, quand ça a commencé, j'ai eu des idées
un peu farfelu. Tu sais, comme au début, je me disais, faut faire un prix relatif au salaire. Donc, si quelqu'un gagne 40 000, c'est 40 $. Si quelqu'un gagne 100 000, c'est 100 $. Si quelqu'un gagne 200 000, c'est 200 $. Mais j'ai réalisé que c'était pas. En tout cas, j'ai eu une intuition que c'était pas ça la solution, tu sais, mais que c'était juste intéressant, tu sais, d'avoir un prix qui variait. Jusqu'au jour où j'ai eu un travail à faire en ostéopathie, puis je me suis dit, tiens, je vais le faire sur l'accessibilité de l'ostéopathie par les coopératives de solidarité. Donc, j'avais entendu parler des coops, puis je me disais, peut-être que par la coopérative, on peut diminuer les frais d'exploitation de l'ostéopathie, puis finalement, réduire les prix. Puis j'ai comme compris qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de frais d'exploitation ou beaucoup de marge de manœuvre en ostéopathie. Tu sais, les gros coûts, c'est des frais fixes comme les loyers. Puis les loyers, malheureusement, on les enlève pas. Puis ceux qui font de l'argent sur le dos des thérapeutes, ou en tout cas, bref, qui collaborent, je vais le dire comme ça, ceux qui font de l'argent grâce qui ont une vingtaine d'ostéopathes dans leur clinique ou d'autres professionnels, ben, tu sais, sont quand même rares, premièrement. Puis deuxièmement, c'est vrai que je reconnais que ça se paye d'avoir mis toute une infrastructure sur pied, payer les secrétaires, tout ça. Donc, je me suis rendu compte que la coop, c'était peut-être pas une solution qui était viable, même si je crois encore aux coopératives à cause du modèle de gestion, dans certains cas. Pas dans le nôtre, mais on en reparlera peut-être dans un prochain podcast. Mais dans le fond, ce que j'ai compris pendant ce travail-là, qui était quand même gros, c'est que j'étais en contact avec une coopérative aux États-Unis d'acupuncteurs qui chargeait un prix volontaire entre 15 et 35 $. Mais ce que eux faisaient, c'est qu'ils passaient d'un patient à l'autre vraiment rapidement. Ils faisaient juste les pieds, puis les mains, puis la tête, je crois. Donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est possible pour l'ostéopathie parce qu'on a juste deux mains. Mais quand même, je me suis dit, l'idée du prix volontaire, c'est quand même intéressant. Tu sais, le prix, l'échelle de prix volontaire, donc eux qui appellent en anglais le sliding scale. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, je me cherchais comme un cours de yoga en ligne gratuit. Puis là, je tombe sur un truc, puis c'est gratuit, mais ça dit payez le montant que vous voulez. Tu sais. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais lui donner 10 $ au gars. Puis là, je me suis dit, hey, si j'avais eu à payer 10 genre, puis le prix, ça avait été 10 j'aurais sûrement pas acheté le cours. Mais vu qu'il disait c'est volontaire, je me sentais comme l'envie de reconnaître le travail qui a été fait derrière ça. Donc, en même temps, je me dis, tu sais, si moi, ça fonctionne avec moi, pourquoi pas, ça pourrait pas fonctionner avec les autres. Donc, je me suis dit, au lieu de faire une échelle de prix volontaire, très basse, je me suis puis de faire des clients très rapides. Je me suis dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le même service pour tout le monde, peu importe s'ils payent ils ont la capacité de payer ou non. Puis je veux que ce soit un service qui est de qualité, puis qui ait la même durée que les autres services. Donc, je me suis dit, on va juste diminuer le prix un petit peu, mais offrir aux gens la capacité de donner plus, donner le montant qui correspond à leur situation. Puis en plus, on allait redistribuer tout ce qui était excédentaire au-delà du prix minimum, donc un peu comme je parlais au début. Pour l'ostéopathie, 65 à 100, tout ce qui est donné au-delà du prix minimum, on le redistribue en soins gratuits. Donc là, j'avais quelque chose, tu sais, puis là, j'étais là, tu sais, c'est intéressant, mais il manquait quelque chose parce que je me disais, ça va créer de l'accessibilité autour de la clinique, puis pour ma clientèle. Mais moi, ce que je voulais, c'était créer de l'accessibilité pour tout le monde, tu sais, pas juste dans un quartier à Montréal ou dans une ville à Rouyn-Noranda, je voulais de l'accessibilité partout. Donc, je me suis dit, c'est bien, mais il manque quelque chose. Puis j'ai continué de chercher, puis à un moment donné, j'ai entendu parler d'un gars qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui parle de la troisième révolution industrielle. En gros, il parle beaucoup de services comme Airbnb qui ont complètement changé une industrie au lieu d'avoir, en créant une entreprise
qui allait être comme les autres, ben, qui allait utiliser un réseau de gens pour créer un service. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir un service qui est une entreprise qui est intégrée verticalement, donc par exemple, je fais une chaîne d'hôtel, j'investis du capital pour acheter une bâtisse ou la construire, payer des employés, avoir un service de réservation, puis là, grossir, puis construire de plus en plus d'hôtels. Ça, c'est intégré verticalement. Ben, à la place d'avoir une entreprise qui est intégrée horizontalement, donc construite en réseau. Donc, Airbnb, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont aucune infrastructure physique. Ils ont juste un site web qui relie les gens entre eux pour faire de l'économie de partage qu'on appelle, donc partager leur espace ou leur pièce qu'ils ont en trop le temps d'une nuit ou de quelques semaines ou de quelques mois. Donc tout le monde connaît Airbnb, je pense. Donc quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, wow, tu sais, moi je veux faire un service, je l'ai réfléchi comme quelque chose d'intégré verticalement en créant une clinique, mais ce qu'il faut, c'est créer un service qui est intégré horizontalement. Donc, faire un réseau de thérapeutes qui ont à cœur l'accessibilité des soins, de leurs soins, puis de mettre ces gens-là en connexion dans une application web, puis de les connecter avec des clients qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Donc là, ça c'est à l'été 2015. Je me rappelle encore la scène. Je suis seul. Je travaillais à ce moment-là au Témiscamingue pour quelques semaines. Puis je suis trop excité, j'appelle tout le monde. Il n'y a personne qui répond, sauf Michael, qui était pas à ce moment-là pas impliqué dans les réflexions, les mêmes réflexions que moi. Puis là, j'ai raconté ça. Puis ensuite, finalement, je le raconte à tout le monde. J'ai pas dormi pendant 2 semaines parce que je regardais des vidéos d'entrepreneuriat parce que j'étais pas entrepreneur, j'étais étudiant en ostéopathie. Puis là, j'étais là, OK, il faut que je devienne entrepreneur pour partir parce que je voyais l'ampleur de qu'est-ce que ça demandait pour partir un projet comme celui-là. Puis, donc, j'ai eu la vision complète. Puis la vision complète, je vous la redéfinis ou vous l'explique peut-être un peu différemment. C'est un site web, une application web qui accueille les thérapeutes de toutes les approches, pas juste ostéopathie, parce que là, à ce moment-là, je me disais, ce qui marche pour l'ostéo marche pour tous les soins de santé privés, comme ostéopathie, massothérapie, naturopathie, mais aussi acupuncture, psychothérapie, chiropratie, physiothérapie, ergothérapie, tous les services qui se font comme en consultation privée, qui ne sont pas fournis par le gouvernement, ça fonctionne. Donc, ces gens-là peuvent se connecter, les thérapeutes, créer un profil, créer un profil qui a leur photo, leur description de leur approche, peut-être même des commentaires d'autres utilisateurs, puis connecter leur agenda électronique de leur clinique, supposons à Trois-Rivières. Il y a quelqu'un qui aurait une clinique à Trois-Rivières, ben, il pourrait dire, moi je me connecte à votre application, puis je vais recevoir des thérapeutes, des clients de Serra qui m'ont trouvé grâce à l'application ou le site web de Serra. Puis ça va un peu remplir les trous, puis ils vont être payés un petit peu moins parce que si c'est 65 à 100 puis quelqu'un chargeait 90$ par exemple, ben, il va être payé 65 moins les frais que Serra charge pour l'opération. Mais il va permettre à ramasser des dons pour les soins gratuits. Puis ces dons-là vont être redistribués en soins gratuits à des gens dans le besoin. Puis les thérapeutes vont être payés quand même pour les soins gratuits qu'ils auront effectués. Donc, dans une application où on a tous les services, les clients pourront arriver sur le site, choisir leur approche, entrer leur adresse ou être géolocalisés pour trouver une liste de thérapeutes à proximité de chez eux. Ensuite, choisir leur thérapeute, prendre rendez-vous dans l'agenda électronique du thérapeute et ensuite payer en ligne selon l'échelle de prix volontaire. Donc, on a un service qui est assez flexible, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fonctionne pour plusieurs approches. En santé, mais là, quand on pense à la santé, si ça fonctionne pour la santé, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour d'autres services comme avocat, comptable, dentiste, coiffeur, esthétique, tu sais, comme
pourquoi pas ne pas aller plus loin dans qu'est-ce que Sera peut offrir. Donc, Sera, de où vient le nom? Service accessible. Donc, service, j'ai choisi service consciemment en me disant c'est pas juste santé accessible, c'est aussi service accessible. Donc là, on a un peu une idée à ce point-ci de c'est quoi ma vision par rapport au projet, même si je pourrais encore parler encore très très longtemps de où on peut aller avec tout ça. Mais il faut maintenant que je vous parle de l'histoire, puis de qu'est-ce qui nous a amené à aujourd'hui, puis comment ça s'est passé. Donc, en premier lieu, ce qui est arrivé, c'est que je suis au Témiscamingue, puis là, je me dis, OK, il faut que je devienne entrepreneur. Mais je suis pas entrepreneur, je connais personne autour de moi qui est entrepreneur, qui a bâti des projets, mais j'ai la chance d'être quelqu'un qui est très autodidacte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur Internet s'il y avait des cours pour entrepreneurs, puis je suis tombé sur un site web qui s'appelle, c'est une entreprise qui s'appelle Y Combinator. Puis eux, ce qu'ils font, c'est comme euh, un incubateur d'entreprises de start-up américaines, principalement. Puis c'est un incubateur très gros dans le monde par lequel plusieurs grosses entreprises ont passé, dont Airbnb et Stripe. Et on peut en nommer une liste qui ont des entreprises qui ont aujourd'hui plusieurs milliards de valuation ou de market cap, ou je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais en tout cas, des entreprises qui valent plusieurs milliards. Donc je me dis, si eux l'ont fait, on passait par là, ça doit être quelque chose qui est assez crédible. Donc ils ont un startup class, donc des cours pour les startups. Je pense qu'il y a 25 vidéos de professionnels. Puis là, je me suis un peu laissé imbiber de toutes ces informations-là. Mais ça a donné une vision qui était très rocket. Là, je sais pas comment le dire autrement, là, mais c'est faut bâtir le momentum, faut bâtir tout ça très rapidement. Donc, ce qui est important, c'est la rapidité, l'intensité pour aller chercher des clients. Puis, en tout cas, fait que ça m'a mis dans un état, OK, il faut que je me fasse un plan pour que on construise ce momentum-là. Puis à ce moment-là, c'était ça qui était super important pour moi. Donc, je me suis dit, OK, comment on va faire ça? Je pensais à campagne de sous-financement, tout ça. D'abord, j'ai dû finir mon cours. Il me restait une session en ostéopathie. Puis ensuite, je suis retourné en Abitibi. Puis, je me suis dit, OK, on va partir ça en coopérative. Donc, commencer à faire quelques rencontres, comment ça va fonctionner, ça va être quoi le principe. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça prenait un leader dans le projet, puis ça prenait quelqu'un qui dit où on s'en va. Ça prenait pas 10 personnes qui savent pas où on s'en va, puis qui ont envie de tout remettre en question. Je sentais vraiment qu'il fallait passer à l'action. Donc, je voulais à ce moment-là partir le projet web directement, mais j'ai compris que ce qui était peut-être intelligent de faire, c'était de partir la clinique en premier, même si c'était pas ma vision finale, de partir une clinique physique qui va tester le modèle, en fait, tester l'échelle de prix volontaire, tester la redistribution des soins gratuits. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai démarré la clinique à Rouyn-Noranda en 2016. Puis, en me disant, mon but quand même, c'est lancer la plateforme le plus rapidement possible. Puis, dans ma tête, c'était quelques mois après, tu sais. Mais finalement, donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai lancé la clinique à Rouyn. Puis, ça a un peu explosé à ce moment-là. J'ai passé à la télé puis à la radio de Rouyn-Noranda, mais ça a eu un impact au niveau provincial parce que ensuite, il y a eu un article dans le journal Les Affaires avec Diane Bérard. Puis, j'ai aussi eu un article qui a été sur je crois, Radio-Canada, donc le Facebook, puis les réseaux sociaux, puis sur Radio-Canada provincial.
Donc, ça l'a quand même vraiment explosé. J'ai eu beaucoup de visibilité, beaucoup de gens qui m'ont supporté, puis qui m'ont dit qu'il y avait ça comme vision aussi, mais ils savaient pas trop comment le faire. Puis là, je mettais un peu comme euh, des mots ou peut-être une solution à un problème qui existait déjà pour eux. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a pas juste moi qui feel ça, fait que ça m'a encouragé. Ensuite, on a fait une campagne de sous-financement qui a demandé beaucoup d'efforts. Ça, c'était en 2018, mars 2018, début 2018, donc quelques mois plus tard. Puis ça a pris quelques mois à organiser tout ça. On a mis beaucoup d'efforts là-dedans pour arriver à une soirée de lancement où il y avait 150 personnes, dont 50 professionnels, la majorité des ostéopathes de notre réseau, évidemment. Mais on a senti ce soir-là il y avait des gens qui croyaient à qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, ça nous a donné un gros élan de motivation. On a ramassé 18 000 ce qui n'est pas rien en sociofinancement. Parce que c'est comme du porte-à-porte virtuel, donc c'est assez souffrant à mener une campagne de sociofinancement, mais on a eu la confirmation qu'il y a des gens qui nous appuyaient. Donc chaque dollar est un vote. Dans ce cas-ci, pour nous, c'était un vote pour Serra, donc on était très contents de voir le résultat. Ensuite, ça nous a permis d'aller chercher un prêt avec la SADLC des Laurentides. On a eu un prêt de 50 000 puis on a pu entrer dans là, ma vision de OK, le prochain step pour continuer ce momentum-là qu'on avait commencé avec la clinique puis la campagne de sous-financement, c'est de lancer la plateforme. Donc, je rappelle que je n'étais pas entrepreneur, que je savais pas nécessairement beaucoup de choses. Je suis autodidacte, mais je peux apprendre à faire les choses bien, mais pas de façon experte. Donc, je suis allé chercher une équipe. Autant sur l'aspect développement web, là, on avait 3 personnes qui travaillaient pour ça. Puis ensuite, je suis allé chercher des gens sur le point de vue marketing, puis développement des affaires. Fait que à un certain point, on était 8 personnes qui travaillaient, puis toutes des gens qui travaillaient comme travailleurs autonomes, donc avec des montants de l'heure entre 30 et 50 dollars de l'heure. Donc ça va très très vite. Il y avait des dépenses comme acheter le site web serra.ca, c'est juste un nom de domaine à 1500 dollars. Donc c'est quand même le 50 000, il a descendu très vite. 50 000 et plus. Puis donc jusqu'au moment où on était, je pense, en septembre 2019, je pense, où j'ai dit à l'équipe, il y avait une personne qui travaillait avec nous pour trouver des fonds. Puis j'ai dit, on est en septembre 2019, en février 2020, il n'y a plus d'argent. Donc, il faut trouver un autre prêt. Puis, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver. Donc, il y a eu plusieurs essais. On a cogné à beaucoup de portes. On a fait faire des prévisions financières. Puis, jusqu'au moment où on a dû arrêter euh, toute forme de travail ou d'avancement sur Serra. Je vais pas vous cacher que c'était un moment très difficile. Puis là, je dis 2020, mais je pense que c'était plus 2000. Ouais, c'était 2019 l'arrêt. Donc ça fait 2 ans de ça. Donc il y a eu un arrêt complet. On avait même des factures impayées. Donc à ce moment-là, ça a été très difficile. Je vais pas vous le cacher sur l'aspect motivation, sur l'aspect émotif, là. Donc, ce qui a été vécu à ce moment-là, c'était beaucoup de déception de ma part, puis parce que j'avais l'impression qu'on s'en allait dans la bonne direction. Ensuite, j'avais l'impression de me sentir coupable de ne pas avoir fait les bons choix, parce qu'il y a eu certaines décisions qui auraient peut-être pu être meilleures. Puis j'y allais de façon très intuitive, donc je me disais peut-être que mon intuition a fait défaut, donc beaucoup de remises en question. Puis ensuite, beaucoup de peur aussi, de peur de décevoir les gens qui nous ont fait confiance dans la campagne de sous-financement, les gens qui ont
qui croient au projet, qui croyaient, qui croient encore, certains, j'imagine. Je sais qu'il y en a qui croient encore. Si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous y croyez aussi. Puis ensuite, aussi, je pense que c'est le plus dur dans tout ça, c'était le test de la foi. Donc, depuis le début, ma foi était inébranlable par rapport à ce projet-là, parce que je savais répondre à toutes les questions, parce que depuis le début, depuis quelques années, c'était du 14 heures par jour à réfléchir à ça, tous les petits aspects, puis je voulais qu'on me teste parce que je trouvais qu'il n'y avait aucune faille dans toutes les choses auxquelles j'avais réfléchi. Euh, mais je me disais, tu sais, il y a un facteur chance, il y a un facteur timing, puis un facteur aussi, est-ce que la vie veut que ce projet-là soit amené à terme? Donc là, j'étais en train de douter, tu sais, ok, c'est peut-être pas aussi solide tout ça, ce timing-là, donc la foi a été testée vraiment forte. Puis ça a duré 2 ans où Michael et moi, on mettait de l'argent, on a engagé des gens de Upwork, qui est comme un site web où il y a des travailleurs autonomes de partout dans le monde qui chargent différents prix, mais il y a certains endroits dans le monde où les salaires sont moins élevés. Donc on a eu des gens qui travaillaient de l'Inde, du Vietnam, de Russie, qui travaillaient sur notre site web. Ça a donné des choses plus ou moins bonnes, j'imagine, parce que dans le fond, vu que je suis pas développeur web, j'engage des gens sans savoir si qu'est-ce qu'ils font, c'est bon. Tout ce que je vois, c'est le résultat final, mais dans le fond, c'est comme si on engage un mécanicien qui travaille dans le moteur. Le char, la voiture peut fonctionner, mais est-ce que ça va fonctionner longtemps? On ne le sait pas. Donc, on a fait ça pendant un temps, à mettre comme 1000 ou 2000 $, moi puis Michael, sur le site à chaque mois, tout en repayant notre prêt de 500 $, tout en payant les loyers des cliniques. Donc, ça a été quand même très lourd à porter pendant plusieurs mois. Puis, grâce au COVID, le COVID n'a pas juste des bons ou des mauvais côtés, je veux dire, mais on était chanceux d'avoir le prêt aux entreprises de 40 000 $. Donc, ça, donc, tu sais, je vous ai fait un 2 ans de il se passe vraiment pas grand chose. On peut pas faire grand chose parce que tant qu'on n'a pas de site web, on n'a pas nécessairement d'outils à promouvoir. Puis nos cliniques vont bien, on n'a pas besoin de travailler nécessairement super fort là-dessus. Donc, ça a été 2 ans on travaille pas fort, mais on travaille notre foi, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ben, on a les fonds nécessaires pour au moins lancer un produit de base qui va fonctionner, qui va avoir à peu près le tiers de tout ce qu'on a en tête pour la suite. Moi, c'est sûr que mon rêve, c'est que Serra soit à la grandeur du Canada et peut-être plus encore, qui inclut plusieurs services, dans plusieurs domaines, pas juste la santé, peut-être aussi autant au niveau, comme j'ai nommé tantôt là, au niveau des avocats ou des comptables, des graphistes. Il n'y a pas de limite selon moi à tous les services qu'on peut intégrer dans ce site-là. Intégrer des, peut-être des innovations aussi qui n'existent pas aujourd'hui, dont une idée que j'ai eue récemment, c'est d'inclure la crypto-monnaie qui pourrait permettre de retracer où va tout l'argent qui nous a été donné, parce qu'un de nos gros enjeux, c'est la confiance. Il faut que les gens nous fassent confiance, qu'on va redistribuer leur argent en soins gratuits qu'ils nous ont donnés, parce que si on le fait pas, puis si ça serait montré, par exemple, qu'on fraude ou quoi que ce soit, ben c'est tout le projet qui serait mis en terre, parce que dès qu'on perd la confiance, on perd le projet. Alors, la crypto-monnaie permet de voir où tout l'argent s'en va. Donc, ça pourrait être super intéressant d'intégrer ça. Mais tu sais, c'est des idées que j'ai pour dans plusieurs années encore. Il faut commencer par la base. Donc, je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Si vous avez des questions sur c'est quoi Serra, gênez-vous pas à me les écrire, ça va me faire plaisir. Si vous voulez
avoir référé votre thérapeute, ça serait ça pourrait être une bonne idée. Tu sais, parlez-en à votre ostéopathe. Vous pouvez lui dire soit de m'écrire info@cliniquesera.ca info@cliniquesera.ca ou aller directement sur notre site serra.ca sur lequel on peut nous écrire dans la partie Contactez-nous. Donc, j'espère que ça fait le tour. Comme vu que je suis seul, il y a peut-être des parties que j'ai peut-être moins bien couvertes, mais je pense que ça vous donne une idée générale de où on s'en va avec tout ça. J'espère que vous avez confiance en nous, puis que, en tout cas, ceux qui sont là depuis longtemps, on leur dit merci d'avoir été patients et de continuer d'être patients. Ça s'en vient. Je pense qu'en 2019, je disais octobre 2020 ou octobre 2019, puis finalement ça a été retardé. Donc là, je m'abstiens de dire lancement officiel pour une date spécifique, mais ça s'en vient. Puis je suis vraiment excité ces jours-ci de pouvoir vivre ça, puis de pouvoir finalement euh, accoucher, tu sais, quasiment de ce projet-là. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis, j'espère qu'on va pouvoir se croiser dans une discussion qui ira peut-être qui ira plus en profondeur sur ce sujet-là.